Nous n'allons pas faire des erreurs que nous avons déjà fait dans le passé, c'est d'arrêter d'investir dans l'avenir du pays. On parle beaucoup d'infrastructures. Les infrastructures sont nécessaires, que ce soit en termes de mobilité ou que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'éducation. Et bien entendu aussi en termes de protection du climat. Donc même avec tous les défis que nous connaissons, nous sommes d'avis qu'il est essentiel de ne pas arrêter ces investissements. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Sam Tanson. Soyez la bienvenue. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir. Sam Tanson est membre du Parlement. Elle est porte-parole des Verts donc à la Chambre. Vous avez étudié à Panthéon-Sorbonne et vous avez suivi ça par Sciences Po à Paris. Au début de votre carrière, vous avez fait un peu de journalisme. Ensuite, vous avez été avocate à partir de 2005, mais vous avez renoncé à cette carrière en 2018 quand vous êtes rentrée au gouvernement. J'ai dû y renoncer. Et donc, vous avez un peu touché à tous les appareils de l'État, puisque vous étiez au conseil communal de 2011 à 2018. Vous étiez Alderwoman, qui est un très joli mot luxembourgeois, ou Eschwin en français. Vous étiez au Conseil d'État de 2015 à 2018. Et puis donc en 2018, suite aux élections générales, vous avez été d'abord ministre de la Culture jusqu'en 2023. En parallèle, ministre du Logement pendant un peu plus d'1 an. Et lorsque Félix Braz a eu des problèmes de santé, vous l'avez remplacé à la justice. Un petit rappel pour les spectateurs, donc aux élections communales de 2023, les Verts ont obtenu 64 élus locaux. 6 ans plus tôt, c'était 77. Et aux élections générales, vous êtes passé de 9 sièges à 4. Et ceux qui suivent la politique ont observé qu'il y a eu ce petit croisement certainement désagréable, puisque l'ADR est passé devant vous en montant à 5 sièges. Bon, on discutait juste avant, ça vous oblige à prendre la parole après eux à la Chambre pendant quelques années. Oui, ce qui constitue parfois un défi, vu les déclarations qui sont faites par certains de leurs représentants à la Chambre des députés. C'est surtout pour ça que c'est parfois un peu agaçant. On va sûrement en parler, l'actualité est riche. Mais aux élections européennes, vous ne l'avez pas mentionné, on a fait un bon résultat. C'est on vrai. a conservé notre siège, on était même légèrement devant. Très bien, c'est vrai. La raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que je vous ai moins entendu ces derniers mois. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est aujourd'hui, quel est l'agenda des Verts au Luxembourg? Oui, donc on a beaucoup de défis actuellement, vous le savez, au Luxembourg. Pour nous, bien entendu, ce qui est toujours une question primordiale, c'est la protection de l'environnement, la protection du climat, parce que ça reste, même si on a tendance un peu à l'oublier actuellement avec les très grandes crises que nous connaissons, l'Ukraine, bien entendu, qui nous occupe beaucoup ces jours-ci, et aussi l'économie mondiale, reste que nous devons quand même laisser à nos enfants une planète sur laquelle on peut toujours bien vivre, que du coup, la protection de l'environnement et la protection du climat est toujours quelque chose de fondamental. S'y ajoute pour nous la question de la justice sociale, donc il faut combiner bien entendu cela. Nous sommes un pays qui se porte bien, qui se porte même très bien, mais nous connaissons aussi une pauvreté au Luxembourg et nous sommes d'avis que c'est une question aussi de cohésion sociale et qu'il faut faire en sorte que cette richesse profite un peu à tout le monde. Donc une meilleure répartition est quelque chose de primordial et nous sommes bien entendu également conscients que pour que tout cela marche bien, il faut aussi une économie qui se porte bien et une économie qui est aussi portée vers l'avenir, donc qui investit dans le développement durable. C'est quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur. Alors on sait que pour la partie environnementale, évidemment le Luxembourg en ce moment surfe avec les déplacements publics qui sont gratuits, l'ouverture de la ligne à l'aéroport, mais quels sont les autres chantiers? Ce sont toujours des héritages sans doute. de la précédente coalition avec un ministre des Transports écologiques. Oui, je me souviens avoir vu Lydie Polfer il y a 15 ans qui nous en parlait déjà un petit peu. C'est vrai que là, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits. Je suis un grand utilisateur et du tram et du bus, et aussi un marcheur. Quels sont aujourd'hui les chantiers où on peut continuer à améliorer cette transition écologique, sachant que de l'autre côté, malheureusement, on sait que le Luxembourg importe toujours 77% de son électricité. 90% de cette électricité vient d'Allemagne, qui est très très carbonée. Et on a l'impression qu'on est un peu coincé dans ce modèle-là, puisque j'avais invité l'ambassadeur de France
il y a quelques mois en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un deal aussi avec l'électricité un peu moins carbonée? Et sa réponse était assez sibylline. Donc, il y a encore des leviers pour améliorer cette transition luxembourgeoise? Bien sûr, l'énergie est un point sur lequel on a énormément travaillé les 5 dernières années. Clotourne a beaucoup développé l'énergie renouvelable à Luxembourg. Il reste la marge, je suis entièrement d'accord aussi avec les propositions de facilitation d'implémentation de l'énergie renouvelable au Luxembourg. Mais ça, c'est un des volets de cette question qui dépasse quand même aussi ce cadre-là. Nous avons des ressources qui sont limitées en termes de notre nature, de notre environnement. Nous avons énormément construit ces dernières décennies, donc c'est un vrai défi. Pour avoir une bonne qualité de vie, vous aimez bien, je pense, aller près de l'Alzette, par exemple, pratiquer du sport, moi aussi. Donc ces espaces naturels sont très importants pour bien se sentir, pour avoir un bon équilibre personnel. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de développer d'un côté, mais de ne pas développer contre cet environnement qui nous est cher à tous. Et je pense que cela est absolument faisable et peut nous profiter à tous. Très bien. Alors vous parlez de l'importance pour cette égalité un peu sociale d'avoir une économie qui se porte bien. On a interviewé récemment des décideurs d'ArcelorMittal, de Ceratizit. J'ai évidemment Dupont bientôt au menu. On observe ces dernières semaines une espèce de retour en arrière. Les obligations vertes imposées par l'Europe aux constructeurs automobiles sont en train d'être réduites. Avec le recul, est-ce que vous pensez qu'on a été trop vite, trop fort? Ou qu'est-ce qui s'est passé entre 2017-2018 où c'était la priorité consensuelle et aujourd'hui où on a l'impression que l'industrie est en train de convaincre l'Europe de faire un peu marche arrière? C'est à double tranchant parce que d'un côté, vous citez certains exemples. Il y a eu maintenant aussi, dans le cadre de cette loi Omnibus, avec un rétropédalage de la même présidente de la Commission européenne qui appartient au même parti, qui est la même personne, qui enlève vraiment beaucoup de cette vigueur qui était présente les 5 dernières années. Sur des projets qui sont essentiels comme la Due Diligence Directive ou la CRSD, il y a eu des grandes entreprises comme Ferrero, notamment, que je cite parce qu'ils sont établis aussi au Luxembourg, qui demandent de ne pas justement faire ce retour en arrière et de rester sur la trajectoire qui a été définie. Parce que les défis sont toujours là. Donc même si maintenant il y a des voix, parce que c'est aussi beaucoup de la politique qui se fait, il y a des voix très populistes de droite qui justement jouent sur cette question, jouent sur cette over-regulation et disent qu'il y a trop de bureaucratisation. Cela a été repris par beaucoup de partis plus conservateurs ou du centre pour ne pas seulement avoir moins de régulation, mais aussi pour enlever de l'ambition. Donc nous, on n'a aucun problème pour dire il faut que ce soit aussi facile que possible pour les entreprises, mais les objectifs doivent quand même rester. Et on doit, quand je regarde par exemple la directive due diligence, l'objectif est quand même très très important. Il s'agit de faire en sorte que ce que nous consommons ici, chez nous, ne soit pas produit par des enfants, ne soit pas produit contre les droits fondamentaux dans les pays où c'est produit et ne soit pas produit au détriment de la nature dans les pays où c'est produit. Donc ce sont des objectifs qui sont absolument nécessaires et fondamentaux. Et là, on est en train de faire vraiment un retour en arrière qui est regrettable parce que les objectifs de ces textes, ils n'ont pas disparu. Et la nécessité d'agir n'a pas disparu non plus. Alors c'est vrai que si on revient un petit peu sur l'économie luxembourgeoise, effectivement Ferrero a des activités ici, mais on sait que ce sont des régulations qui étaient ciblées vers des acteurs comme Shein qui font des vêtements à 3 € vendus online, par exemple. Sur le tissu industriel et aussi sur le tissu financier, puisque c'est un petit peu la même logique. On a vu à l'époque Barnier, suite au subprime, un énorme, on appelait ça une vague, un tsunami réglementaire sur la finance, qui aujourd'hui, quand on regarde les résultats une décennie plus tard, a mené à évidemment une augmentation des coûts, une réduction du nombre d'acteurs et donc une réduction assez dramatique du nombre de la compétition entre acteurs. Et donc, ce n'est pas l'effet qu'on recherchait il y a une dizaine d'années. Donc, encore une fois, la même question. Est-ce que parfois le régulateur, et dans ce cas-là, il est européen, n'est pas un peu déconnecté de la réalité économique européenne? Pour être tout à fait clair, pour nous,
est important, c'est que les entreprises puissent travailler et puissent le faire sans une bureaucratie insurmontable. Et s'il y a eu des erreurs qui ont été faites par la précédente commission sur cette question-là, on n'a aucun souci à les redresser. Mais ce qui se fait actuellement, ce n'est pas cela. Ce qui se fait actuellement, c'est la pendule était peut-être, en termes de régulation, elle avait peut-être été un peu trop allée dans cette direction-là. Mais maintenant, on est en train de faire en sorte que toutes les avancées des dernières années, elles sont quasiment annulées. C'est ça. Le pendule va trop de l'autre côté. Et moi, ce que je regrette, c'est que c'est vraiment dans une ambiance politique que cela se fait. Et on oublie les objectifs qui étaient à la base de cela et qui, encore une fois, n'ont pas disparu. C'est-à-dire, nous connaissons les défis en termes d'environnement, en termes de climat, en termes de changement climatique. Sauf si j'ai raté quelque chose, je pense que la question n'a pas été résolue. Et ce n'est pas en annulant tous ces progrès qui ont été faits après de longues négociations où j'ai en partie assisté et qui maintenant on fait un retour en arrière qui est beaucoup motivé aussi par l'ambiance politique générale. Et je regrette cela parce qu'il y a un vrai défaut d'ambition pour la question climatique et pour la question environnementale. Et ce qu'on oublie, c'est que le coût qui a été souvent calculé de la non-action, de l'inaction à l'heure actuelle, il est énorme. Oui. Et c'est peut-être pas vous et moi qui allons le payer, mais nos enfants, nos petits-enfants qui devront assumer les coûts de cette inaction demain. Oui, c'est quelque chose que je regrette énormément. C'est une vue à très très court terme. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui ne le voient pas de cet œil-là, qui disent il faut de l'innovation. L'innovation, elle va dans la direction du développement durable. Il faut qu'on soit compétitif sur ces questions-là. Prenez la question des voitures électriques. On a été longtemps à la traîne en Europe. On n'a pas regardé la question allemande. Les Allemands ont longtemps laissé faire, n'ont pas agi sur la question des véhicules électriques, qui sont actuellement ceux qui dominent le marché. C'est beaucoup les Chinois. C'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps Musk avec ces voitures électriques qui, à l'heure actuelle, connaissent un peu un retour en arrière pour des raisons politiques aussi. Donc, on voit très bien qu'il y a une volonté, mais que c'est aussi une responsabilité des politiques d'encourager ces volontés de transition et non pas de freiner cette volonté qui est réelle. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a un contexte qui est extraordinaire, qui est historique sans aucun doute, avec Trump qui nous fait le show tous les jours, avec l'Europe qui se prend tout d'un coup des menaces sur son économie avec des tarifs prohibitifs. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que tout est fait très vite et certainement le pendule va un peu trop vite dans tous les sens. Espérons qu'il va trouver son équilibre. Je profite de vous avoir, comme vous avez cette carrière assez unique entre la commune de Luxembourg, le Conseil d'État, le parti et la Chambre. Un sujet sur lequel je voulais vous interroger, c'est on a l'impression en tant que citoyen que le pays, évidemment, s'est développé les 30 dernières années de manière miraculeuse. On a vu le PIB et la richesse du pays, les équipements se développer. Mais on a l'impression que l'infrastructure, et là je ne parle pas des routes, je parle vraiment du système judiciaire que vous avez dirigé, du système parlementaire aussi, n'a pas réussi cette transition. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin là, de faire un upgrade assez significatif ? L'upgrade est en cours. Si je prends le système judiciaire dont vous avez parlé, il n'a jamais été procédé à autant de recrutement et de création de nouveaux postes que les dernières années. J'ai créé la possibilité d'avoir recours à des référendaires. Une 50aine de postes a été créé, justement aussi pour parer à cette question de la nationalité, parce qu'il faut être luxembourgeois pour devenir magistrat. Les référendaires n'ont pas besoin de remplir cette condition-là. Donc, pour agrandir un peu le pool pour soutenir le système, l'appareil judiciaire, j'avais déposé le plan pluriannuel de recrutement pour la magistrature, où une partie maintenant a été déjà votée par le nouveau Parlement. Donc,
c'est quelque chose qui est ongoing. Il y a encore, je viens encore de voir une réponse à une question parlementaire par rapport au recrutement dans la fonction publique qui a été massif ces dernières années. Mais ce n'est pas qu'une question de personnel. Il faut bien entendu aussi toujours se poser la question, est-ce qu'il y a des procédures qu'on peut faciliter? Est-ce qu'on peut avoir recours à d'autres pratiques? Je ne parle pas maintenant forcément du système judiciaire, mais à la digitalisation, où là, on a, je pense, un peu de retard, où on pourrait accélérer un peu la donne pour faire droit à cette demande accrue. Mais si on regarde l'évolution du Luxembourg, c'est aussi une évolution. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on était un pays beaucoup plus fermé, beaucoup moins ouvert vers l'international. Et aujourd'hui, on est vraiment au centre de l'Europe avec une multitude de nationalités. Le soir, quand on est dans le centre de la ville, c'est fantastique de voir toutes ces nationalités qui se retrouvent ici, des jeunes qui viennent de partout du monde entier pour travailler ici. C'est aussi le côté vraiment fabuleux de cette évolution que le Luxembourg a connue ces dernières années. Ah bon, vous me lancez une perche, hein. On parlait du système judiciaire, certainement il y a des changements urgents qui sont en cours. On a vu Madame le procureur en décembre nous informer de la réalité de la situation. C'est souvent ce qui se passe quand les gens partent. C'est peut-être une mauvaise habitude au Luxembourg, c'est qu'on le dit toujours à la fin. Mais vous parlez de cette population, je crois que c'est 48% de non-luxembourgeois qui habitent au Luxembourg. Mais pourtant, si on va sur le site internet de la Chambre, où seulement depuis 1 an on a accès au débat, ils sont que en luxembourgeois. Alors qu'il y a quand même de l'AI aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas au moins en français ou en anglais en parallèle? Il y a eu une évolution parce qu'à une époque, les débats étaient en français à la Chambre des députés. C'était une avancée pour les luxembourgeois que les débats se tiennent en luxembourgeois, mais je suis d'accord avec vous, on ignore trop souvent encore cette multitude de langues qui sont pratiquées au Luxembourg. Mais bon, il y a beaucoup d'instruments, comme hier on a encore discuté des pétitions. Les pétitions peuvent être déposées dans les 3 langues. On peut aussi avoir recours à des interprètes, etc. Donc, mais je suis d'accord avec vous, ça limite un peu le champ quand on regarde tout ce qui est faisable à l'heure actuelle avec l'intelligence artificielle. Et tant pis si la traduction n'est pas parfaite. Mais je vais même aller un tout petit peu plus loin. C'est peut-être une petite provocation, mais à un moment donné, ça devient aussi un déni de démocratie parce qu'il y a un malentendu quand même sur le fait qu'à cause de l'ADR, on a ce fameux test de langue pour devenir luxembourgeois. C'est une idée de l'ADR des années 1998 ou quelque chose comme ça. Ok, fine, hein, le petit test d'histoire et de langue. Et du coup, je pense que beaucoup de luxembourgeois estiment que pour être luxembourgeois, il faut parler parfaitement luxembourgeois. Or, ça n'a jamais été la question. Et donc, il y a ce malentendu. Moi, je connais beaucoup d'Anglais, évidemment des Brésiliens, évidemment des Portugais qui sont parfaitement luxembourgeois, mais qui ne parlent pas parfaitement luxembourgeois. Non, je ne suis absolument pas d'avis qu'il faut parler parfaitement luxembourgeois pour devenir luxembourgeois. D'ailleurs, la loi ne le demande pas non plus. C'est ça. Il y a plusieurs niveaux. D'une part, il y a aussi plusieurs étapes et plusieurs conditions différentes en fonction de votre situation personnelle. Il y a aussi des dérogations qui existent. Donc, la condition légale n'est pas qu'il faut parler parfaitement luxembourgeois. Moi, je suis régulièrement impressionnée par l'intégration qui se fait au Luxembourg, où beaucoup d'efforts sont faits par les nombreux étrangers qui habitent au Luxembourg. Et je suis absolument consciente qu'on est dans une situation différente de quelqu'un qui va habiter en France ou en Suède, où les gens souvent ont tendance à ne parler bien qu'une seule langue. Nous, on est multilangue. On apprend le français et l'allemand dès le plus jeune âge. L'anglais, si je regarde mes enfants, l'anglais, ils l'apprennent comme ça en passant. Donc, c'est clair qu'en tant qu'étranger qui vient à Luxembourg, les possibilités pour parler luxembourgeois sont extrêmement limitées parce que nous, on a tendance à vous parler tout de suite en français ou en allemand en fonction de votre origine. Donc, c'est déjà beaucoup plus compliqué que dans d'autres pays où vous êtes forcé de parler la langue du pays tout le temps. Or, ici, ce n'est pas le cas, sauf si vous êtes membre de la Chambre des députés, par exemple. Mais il y a ce gap qui se fait. Je sais qu'on a beaucoup de personnes qui parlent essentiellement anglais, un peu de français, qui me disent « j'ai envie de suivre la vie politique luxembourgeoise ». C'est pas possible. Les sites internet souvent ne sont pas traduits. Les gringues sont en français et en luxembourgeois, pas en anglais. Et sur la Chambre, si vous ne parlez pas luxembourgeois,
c'est impossible de suivre. Et j'espère que vraiment de ce côté-là, il y aura rapidement des questions parlementaires. Ça ne doit pas coûter cher avec l'AI de rendre les sessions parlementaires au moins dans une deuxième langue par défaut pour permettre à tous les luxembourgeois et aussi aux résidents qui ne sont pas luxembourgeois de s'intéresser au débat démocratique. Je suis d'avis que de toute façon, on a un déficit démocratique au Luxembourg parce qu'il n'y a que la moitié de la population qui dispose du droit de vote. C'est une situation qu'on n'a pas connue depuis plus de 100 ans avec le vote des femmes et le vote censitaire qui a été aboli. Donc, pour moi, c'est un réel souci, cette question-là. Et c'est clair que trop souvent, on ne parle que du droit de vote et on ne considère pas toutes ces questions annexes aussi. Bon, je vois que certains organes de presse font des efforts pour avoir plusieurs langues et pour avoir des éditions en multilingues. Je trouve ça très important. Et je constate aussi que beaucoup de résidents s'intéressent à la vie politique et lisent des journaux en français ou en anglais ou des contenus digitaux. Et ça me fait toujours très plaisir de voir quand même ou de constater que des gens qui sont là, même depuis pas très longtemps, s'intéressent quand même intensément à la vie politique. Donc nous aussi, on a, je pense, encore un petit chemin à faire au niveau du Parlement. Oui, on voit bien sur les réseaux sociaux que les populations aujourd'hui s'intéressent beaucoup à la politique. On a vu ce week-end avec les annonces en Angleterre et puis lundi de Mme von der Leyen, des milliers et des milliers de likes et de réactions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un appétit politique, je pense, dans l'ensemble de l'Europe. Est-ce que cet appétit est servi? Ça serait un autre sujet, une interview sur les mécanismes européens. On sait que ce sont des mécanismes aussi très anciens qui ont aussi échoué à évoluer. J'ai fait une très bonne interview de Raymond Goebbels il y a quelques semaines qui était aussi bien placé pour voir cette évolution et qui m'a partagé la même chose, c'est qu'effectivement l'appareil européen n'a pas évolué à la vitesse des enjeux qui sont aujourd'hui dans ses mains. Donc c'est un peu un problème similaire à une échelle supérieure. Peut-être pour conclure un peu, comment est-ce que vous voyez les risques et les opportunités aujourd'hui? Alors pour les Verts, d'une part, mais surtout pour le Luxembourg. Est-ce qu'on doit aller plus vite? Est-ce qu'on doit améliorer la culture au Luxembourg pour que les choses soient faites à la vitesse où elles doivent être faites en 2025? Effectivement, on connaît parfois des lenteurs. En tant que responsable politique, c'est parfois un peu frustrant de prendre une décision et de voir combien de temps ça dure jusqu'à ce que cette décision soit réalisée en pratique. Je pense que ce n'est pas une spécificité luxembourgeoise, mais ça ne doit pas être une excuse. Et bien entendu, on doit pouvoir accélérer les choses. Ça, c'est clair. Pour les défis, j'espère vraiment qu'avec tous les défis internationaux que nous connaissons, nous n'allons pas faire des erreurs que nous avons déjà fait dans le passé, c'est d'arrêter d'investir dans l'avenir du pays. On parle beaucoup d'infrastructures. Les infrastructures sont nécessaires, que ce soit en termes de mobilité ou que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'éducation. Et bien entendu aussi en termes de protection du climat. Donc même avec tous les défis que nous connaissons, nous sommes d'avis qu'il est essentiel de ne pas arrêter ces investissements parce que sinon nous risquons de payer le prix d'ici quelques années. Je veux que vous avez introduit très récemment une question parlementaire à M. Wissler, le président de la Chambre, en lui demandant un peu un audit de la dette, de l'inflation. Je trouvais ça très très intéressant comme analyse, comme point de départ pour effectivement regarder si les politiques peuvent être financées, j'imagine, dans les années qui viennent. Oui, c'est une question au ministre des Finances. On aimerait bien pouvoir parler vraiment de chiffres et pas seulement en abstrait. Donc, c'est aussi important pour nous de se baser sur ce qui a été fait, sur la portée de ce qui a été fait. Donc, raison pour laquelle nous avons introduit cette question. Oui. Et une dernière question, vous savez que c'est mon dada, c'est l'accountability en anglais. Je ne sais même pas le traduire en français. Vous étiez dans le gouvernement Bettel, qui était, enfin, le programme phare, c'était la Startup Nation. On sait qu'Étienne Schneider, avant de se tourner vers un business où il a énormément de succès d'ailleurs, il a des performances qui sont publiques sur lbr.lu. Sa société, c'est le nom d'une constellation. Je vous invite à regarder cette constellation, c'est très spectaculaire. Donc, il avait lancé le petit coup de génie du space mining. J'ai fait un peu mes devoirs. Selon mes chiffres, ça ne fonctionne pas. Le rapport entre investissement et retour sur investissement n'est pas du tout significatif. Le problème que j'ai, c'est que ce sont des données qui ne sont absolument pas publiques. Comment peut-on comprendre au Luxembourg en 2025 que ça soit tellement facile pour des organismes en charge, là je pense évidemment au ministère de l'économie en premier lieu,
d'éviter la transparence saine qui permettrait à la population de faire un peu pression, et à la presse aussi, de dire attention, peut-être que là, il faut qu'on arrête un peu les dépenses pour réinvestir ça dans d'autres industries. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est les health tech ou l'armement, I have no idea. Mais en tout cas, à quel moment est-ce que les citoyens vont pouvoir attendre un niveau au Luxembourg de transparence et de accountability raisonnable? Ça, c'est une très très bonne question. Bon, on a la loi d'accès aux documents qui permet aux citoyens de demander certains documents. Et puis, on a les instruments parlementaires. Merci pour, pour le hint, comme vous dites. On va pouvoir creuser la question. Mais peut-être de manière plus générale, je pense que c'est effectivement essentiel si on a des idées comme celle qui était vraiment très à la pointe des discussions à un certain moment, de voir aussi ce que ça donne, de pouvoir rediriger un peu la trajectoire si on constate en route que ce n'est peut-être pas le meilleur chemin ou qu'il faut peut-être un peu adapter le chemin. Moi, je pense qu'au Luxembourg, on a effectivement encore un chemin à faire en termes de transparence et de mise à disposition des documents, et aussi parfois de se poser des questions un peu plus générales, de faire un peu un pas en arrière et de se demander si les décisions qui ont été prises, c'est toujours difficile en tant que politique d'admettre des erreurs, mais je pense que c'est aussi un point fort de pouvoir le faire et de rediriger un peu la trajectoire en cours de chemin. C'est un peu ce que la politique et le privé ont en commun. Je gère une entreprise au Luxembourg depuis 25 ans, je fais des choix. Parfois, j'ai des bonnes idées, mais j'échoue à bien les mettre en œuvre. Ça s'appelle un échec quand même. Et comme c'est notre argent, c'est l'argent des actionnaires qui est perdu, dans le privé, on corrige vite le tir parce qu'on n'aime pas perdre de l'argent. Et puis parfois, on a des bonnes idées qu'on implémente bien. Et dans ce cas-là, on double les investissements pour continuer. Donc, je pense que là, c'est peut-être la bonne conclusion. Mon sentiment, c'est que le Luxembourg, pour aller vers l'avant, va devoir réunifier les fameux petits chemins, les courts chemins entre le politique, le public et le privé. Parce que tant qu'on y va en silo, j'ai l'impression que la démonstration a déjà été faite ces dernières années, qu'on n'avance pas assez vite. En tout cas, espérons que à la fois votre parti et le Luxembourg va trouver des options de croissance. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci pour l'invitation.